Bonjour à tous, bienvenue sur RP Média. Aujourd'hui, dans l'invité politique, je reçois André Ngombe, président de la dynamique Incarner l'Espoir. C'est un mouvement politique congolais et son président est là aujourd'hui pour parler de son parti, mais on va plus parler de l'actualité chaude qui concerne l'Afrique, notamment le sommet de Pau, le franc CFA, la présence des armées occidentales en Afrique, les opinions africaines qui s'élèvent de plus en plus au-delà de la rue, qui ont atteint la sphère intellectuelle, qui remettent en cause cette relation entre l'ancienne puissance colonisatrice et l'Afrique. Bonjour Andrea. Bonjour Elijah. Comment ça va? Ça va très bien et vous? C'est notre deuxième rencontre, hein? Oui. Mais la première sur RP Média. Merci de m'inviter. J'espère que ici nous sommes dans le 9e, vous n'êtes pas très loin, on va se voir régulièrement. Avec plaisir. Vous n'avez que 34 ans. 35 maintenant puisqu'on a changé d'année bientôt. Et dans l'orthodoxie politique en Afrique, c'est pas ce qui se fait. Les gens ne créent pas des partis, des mouvements politiques à 35 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est faux puisque les premiers mouvements qui ont été créés, qui ont permis l'indépendance, ont été créés par des gens d'une vingtaine d'années. Vous n'étiez pas né pendant les indépendances. Mais nous sommes en 2020. Nous avons l'histoire pour nous instruire. Sur les 3 dernières décennies, ce sont des anomalies. Les 3 dernières décennies sont des anomalies pour l'Afrique. L'Afrique est un continent jeune et c'est à sa jeunesse de conduire ses destinées. On est bien conscient que vous n'aurez pas pu être invité à Pau parce que vous ne rentrez pas dans la tranche d'âge. Non, c'est plutôt parce que je ne rentre pas dans les canons esthétiques que veut ce genre de rencontre. Donc je n'ai pas été ancien ministre, je n'ai pas eu de fonction régalienne pour l'instant, donc je ne suis pas dans la diplomatie classique un invité ou un interlocuteur direct. En revanche, comme vous avez dit, les intellectuels, les activistes africains s'invitent dans le débat et sont des voix qu'on ne peut plus aujourd'hui ignorer. On va rapidement parler du Congo. Si vous, à 34 ans, bientôt 35 ans, vous lancez un mouvement politique, c'est que vous voulez proposer une alternative à ce qui se passe. Tout à fait. Il est clairement établi que le Congo est un désastre écologique, est un désastre économique. Et on va dire qu'il y a suffisamment de richesses pour que permettre aux Congolais de bien vivre au Congo. Et vous, avec quoi vous arrivez? Qu'est-ce que vous rapportez de frais? Déjà, nous avons apporté quelque chose de frais. Le simple fait que vous puissiez constater cette candidature, c'est quelque chose de frais. En revanche, dans le contenu profond, nous disons alternative, mais nous ajoutons le mot crédible. Pourquoi nous ajoutons le mot crédible? Parce que souvent, les gens qui prennent les alternatives sont soit dans des excès. Donc nous pensons à cela, aux extrémistes ethniques qui peuvent exister dans nos différents pays, soit dans des postures, c'est-à-dire on joue à l'opposant pour pouvoir se faire racheter, payer par le système en place et obtenir soi-même une rente de situation. Nous, quand nous disons alternative crédible, c'est que nous sommes passés d'abord par le stade d'activistes, de droits de l'homme, et nous avons fait un constat implacable, vous l'avez dit, désastre écologique, désastre social. Mais nous pensons que la solution pour cela, ce n'est pas le plus d'État. C'est d'abord que les Congolais puissent se réapproprier leur propre pays. Accepter le territoire, certes, qui est une conséquence de l'histoire coloniale, mais comme on dit, c'est notre terrain de jeu. Notre terrain de jeu, c'est les 342 000 km². Notre terrain de jeu, malheureusement ou heureusement, est constitué d'une diversité ethnique et nous devons faire avec. Donc nous devons partir en fait du réel. Donc le constat et l'alternative que nous proposons part du réel de la situation des Congolais et au fur et à mesure nous proposons des réformes. Et en cela, je peux parler de réformes sociales que nous proposons. Nous proposons par exemple d'indexer la dot qui actuellement a un prix fixe ou malheureusement... La dette, hein. La dot. Puisque le principal problème des jeunes Congolais, ce n'est pas la dette, c'est un concept trop lointain pour eux, c'est en milliards de dollars. Quand vous parlez de la dot, précisez, voilà. Parce que ce n'est pas la dot à laquelle je pense. Non, c'est la dot justement pour se marier, parce que le principal handicap de la société congolaise actuellement, c'est que les foyers, les jeunes n'ont plus la possibilité d'épouser leur femme, leur copine. Et ils sont empêchés de vivre à cause des lourdeurs d'une coutume que l'État n'arrive plus à réguler. En tout cas, si vous avez la solution, ça intéresse la Guinée, la Côte d'Ivoire. Justement, nous proposons simplement de faire comme on le fait dans des grandes démocraties. Quand il y a ce type de problème, on repart au peuple et ensuite on propose des réformes basées sur des choses au pourcentage, au prorata. Donc au prorata de votre salaire ou du foyer, on dit la dot ne peut pas excéder 1% du revenu du foyer qui va être constitué. Et toute personne contrevenant à cette règle
est sanctionné par l'État. À terme, quel est l'impact positif Ben, de cette réforme-là sur la vie des Congolais? Mais déjà, ça permet aux gens d'avoir une stabilité. Donc la stabilité du foyer, vis-à-vis des pressions extérieures, de la famille, de la belle famille, de tout cela. Et le foyer est la base même d'une structure sociale dans une démocratie. Aussi bien à cause de la fiscalité qu'on peut lui imputer, mais aussi parce que c'est un lieu de production, c'est un lieu d'épanouissement. Et à partir de là, on ajoute des réformes donc, sur la protection de la femme face aux violences, etc., etc. Donc on va vraiment au cœur même de ce qui fait que la société congolaise est handicapée dans son émancipation. Et ensuite, on en arrive au pétrole. Au pétrole, aux grandes questions. Voilà, et comment faire pour que on vive mieux à Brazzaville, à Pointe-Noire, et ne plus être obligé d'aller à Bruxelles ou à Paris? Ben déjà, on commence par établir l'état de droit. C'est-à-dire qu'on puisse, même quand on est lésé, aller devant un juge, poser son problème et avoir une décision en sa faveur, même si on est contre un puissant. Il y a un adage congolais assez typique qui dit « le fils du chef ne va jamais en prison ». Eh bien, nous voulons que les fils de chef aillent en prison parce que s'il a commis un méfait, il doit pouvoir payer. Et une fois qu'il la justice. Voilà. Et c'est vraiment le cœur même de notre projet politique. C'est d'abord de renforcer les institutions judiciaires. Vous êtes très loin du théâtre des opérations. Le théâtre des opérations, c'est le Congo. Ça, c'est ce qu'on vous reproche. Oui. Et pour mener à bien toutes ces réformes-là, tout ce que vous envisagez de faire, il faut des hommes et des femmes. Avec qui vous marchez aujourd'hui? Non, nous avons des hommes et des femmes. C'est un jeu de mots avec la République en marche. Non, nous avons des hommes et des femmes, et notamment, nous avons déjà même 4 qui payent le prix de leur engagement en étant en prison pour des motifs que nous jugeons aujourd'hui fallacieux. Nous faisons confiance au juge pour faire son métier et nous le motivons à ne pas céder aux pressions politiques, y compris la nôtre, et de dire le droit, parce que nous savons que nos jeunes n'ont pas été impliqués dans une tentative de renversement des institutions, puisque nous prenons la voie des urnes aujourd'hui, et nous pensons qu'à travers les urnes, nous pouvons mieux affermir la démocratie congolaise que toute autre voie, puisque la violence n'appelle que la violence. Je rappelle que le Congo fait partie de la zone CFA, et donc c'est la monnaie qui est utilisée dans ce pays aujourd'hui. Il y a un discours, de désamour, un discours de divorce, aussi bien dans la rue, avec les activistes qu'avec le milieu intellectuel et même politique qui dénoncent le franc CFA. Ça, c'est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, c'est assez particulier. J'en viens justement. Et le franc CFA, c'est pour ça que j'ai dit que votre pays est concerné par le franc CFA. Et aujourd'hui, il y a un discours, et le discours est supranational. Ce n'est plus un discours de simplement les pays qui touchent le franc, qui ont comme monnaie le franc CFA. En fait, ce discours-là, il est habité aujourd'hui par tout Africain. On a eu l'occasion de le voir quand on allait à Pau, il y a eu une délégation qui est arrivée, qui a manifesté, etc. Vous, comment vous analysez tout ça? Déjà, moi, tout ce qui permet aux gens de s'exprimer, de montrer leurs convictions et de les défendre, je suis en faveur de cela. Même si parfois je ne partage pas totalement des convictions, je suis pour que les gens puissent exprimer le fond de leurs pensées. Mais dans le fond, vous... Dans le fond, moi, sur le franc CFA, dans notre projet politique, nous avons dit, nous sommes d'abord pour une réforme interne, puisque le Congo n'a pas la capacité aujourd'hui de gérer sa propre monnaie. C'est un fait économique. Voilà pourquoi je vous parle d'alternatives crédibles. Si aujourd'hui, je me levais et je disais aux jeunes, à la population congolaise, nous allons sortir du franc CFA, je suis un menteur. Et je suis même un guignol, parce que je vais... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une mobilisation au Congo pour demander de sortir... Non, la mobilisation, elle est légitime. Elle doit le faire. Je parle de vous. Vous, est-ce que vous n'allez pas la rejoindre? Je ne veux pas la rejoindre. Pour argument, vous allez dire que le Congo... Je ne veux pas la rejoindre au sens où je ne vais pas inciter les gens à y aller. Je ne vais pas l'empêcher parce que je vais approuver le fait que les gens le font. Mais j'aurai quand même la posture d'une personne qui veut être responsable. Et quand on est responsable, on se base sur des faits économiques solides. Aujourd'hui, dans l'état actuel... Avant d'aller loin, vous êtes dans le factuel. Vous dites que, concrètement, dans la réalité, le Congo n'a pas les moyens. Mais est-ce que si on fait une comparaison entre l'état actuel du Congo avec cette monnaie-là, qui est garantie par la France, et l'état du Congo sans la France, avec... la clé de sa gouvernance monétaire, vous dites que c'est mieux de rester avec la France. Non, je ne dis pas que c'est mieux de rester avec la France. Voilà, je ne dis pas ça. Dans mon projet politique, c'est clair et net. Nous voulons une réforme. Et si nous n'obtenons pas la réforme, alors, dans le temps de cette réforme, nous préparons une sortie préparée. Pas une sortie comme nos indépendants, c'est-à-dire à la jetée. Non, quelque chose de préparé, de concerté. Pourquoi? Parce que nous avons au Congo le bonheur ou le malheur d'avoir des voisins qui ont eu leur propre monnaie.
et qui, à un moment, je me souviens encore, quand j'ai traversé à Kinshasa pour acheter un chewing-gum, donc un petit chewing-gum comme ça, j'ai dû débourser 5 milliards de nouveaux zaïrs. Oula. Je ne veux pas cela. Je crois que nos spectateurs ne savent pas ce que les rapports. Exact. 5 milliards de nouveaux zaïrs, c'était en quelle année? C'était dans les années 96 et 5 milliards de nouveaux zaïrs. Ça représente quoi en CFA? Ça représentait même pas 100 francs, 25 francs CFA. En termes de quantité de billets, combien de Non, billets? c'était un seul billet avec écrit 5 milliards dessus. Pour vous dire, avec une grosse photo de Mobutu dessus. Nous avons l'Angola qui a souffert de l'inflation de sa monnaie. Donc, nous avons l'expérience de voisins qui ont, parce qu'ils ont leur souveraineté monétaire, mais une faiblesse de gouvernance, étaient sujets à des systèmes d'inflation et à la fin, ils vivent en dollars et pas dans la monnaie nationale. Donc, mais il reste aussi... Il y a des exemples aussi de pays africains qui ont leur propre monnaie et qui s'en sortent mieux. D'ailleurs, les États qui s'en sortent le mieux en Afrique ont leur propre monnaie. Je suis d'accord. Mais ça n'a pas toujours été rose depuis le départ. Non, mais je suis d'accord. Mais dans la situation actuelle du Congo, nous, ce que nous prenons, c'est la négociation. Nous voulons réformer le franc CFA. Pour l'Afrique centrale, nous voulons un CFA fort, parce que nous sommes des pays exportateurs directs de matières premières. Nous ne sommes pas comme l'Afrique de l'Ouest, des pays commerçants, des pays agricoles, où il y a quelque chose à transformer. Nous vivons de matériaux bruts. Donc si c'est mal coté, nous mourrons de faim. Donc nous avons besoin, nous, de nous équiper en outils, en machines, et il nous faut pour cela une monnaie forte pour le faire. Si nous n'obtenons pas cette négociation, nous avons dans notre programme préparé, nous voulons que le Congo soit l'une des premières nations à avoir une monnaie numérique. Puisqu'aujourd'hui, les Congolais, dans leur usage, dans leur pratique, utilisent le mobile monnaie au quotidien déjà. Donc nous voulons plutôt aller dans cette tendance pour que nous soyons le premier pays à avoir une monnaie entièrement crypto, donc une crypto-monnaie. Et voilà le genre de choses que nous portons. Des solutions qui se basent sur le réel, mais qui n'excluent pas cette vision vers l'avenir et le progrès technologique. Revenons à l'Afrique de l'Ouest, où vous dites que les caractéristiques sont différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est légitime, enfin vous l'avez déjà dit, mais est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts? Parce qu'il y a deux discours en Afrique, hein, où, en tout cas, il y a deux choses. Depuis plus de 2 décennies, les responsables de ces pays-là se sont mis ensemble pour réfléchir à la sortie du CFA pour atterrir sur une monnaie qui s'appelle l'ECO. L'ECO qui vient de l'acronyme ECOWAS qui en français signifie CEDEAO. Et au mois de décembre, de façon unilatérale, Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, et Emmanuel Macron, celui de France, se sont mis d'accord pour accélérer leur ECO à eux, qui n'a rien à voir avec ce qui a été réfléchi depuis bien longtemps. Et là, il y a eu une déclaration hier de ces pays de la CEDEAO, là, notamment ceux du côté anglophone, qui ne se reconnaissent pas dans ce nouveau CFA-là, ECO, annoncé par Emmanuel Macron. Vous, comment vous analysez tout ça dans le cadre strict de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que est-ce que vous comprenez tous ces activistes, tous ces politiques, tous ces intellectuels? Est-ce qu'il est temps pour eux de sortir du franc CFA et d'aller vers une gouvernance indépendante qui appartient aux Africains? Il est toujours temps d'être indépendant et d'avoir sa propre gouvernance, mais il faut s'en donner les moyens. Vous l'avez bien dit, ils réfléchissent depuis longtemps. Où est la planification? Nous avons vu, pour avoir vécu le passage à l'euro, vu comment l'Europe s'est préparée à passer à l'euro. Il y a eu d'abord ce qu'on a appelé le serpent de mer monétaire, avec les différentes monnaies dans un panier. Nous n'avons pas de serpent monétaire en Afrique de l'Ouest, qui réunissent le CEDI, qui réunissent le Niara et les autres. Donc voilà. Donc on ne se donne pas les outils, on clame à longueur de sommet, on reporte une autre réunion et encore une réunion, et évidemment, M. Macron fait ce qu'on appelle du dégagisme. Donc il veut se débarrasser de la question qui est une patate chaude pour lui. Et maintenant, ça devient un problème interne aux Africains. Mais il ne faut pas être dupe de la déclaration d'hier. Les intentions du Ghana, du Nigeria sont légitimes. Les intentions de la Guinée sont des intentions perverses. Parce que actuellement, englué dans un débat de changement de la Constitution, M. Condé veut se redonner à travers une virginité politique, à travers justement le surfer sur le sentiment anti-français de certaines populations. Voilà ce qui est. Qu'est-ce que vous appelez sentiment anti-français? Sentiment anti-français, c'est faire l'amalgame entre une gouvernance économique qui incombe aux deux parties, à se dire que la seule responsabilité viendrait du fait colonial et du fait français.
Est-ce que de fait vous vous alignez sur le discours de Macron quand Emmanuel Macron qualifie le désir d'émancipation des opinions africaines de désir de Non, sentiment anti-français? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous aligner sur la Non, même j'entends chose? la question. Je pourrais m'aligner sur Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron dit que le ciel est bleu et que le ciel est bleu, il a raison et j'ai aussi raison et nous sommes ensemble dans cette affaire. Donc il n'y a pas de vice à être en ligne avec Macron ou pas. En revanche, il faut bien faire le distinguo entre le désir d'émancipation et la haine. Ce n'est pas la même chose. Mais ma question justement, Ce c'est n'est ça. pas la même chose. Est-ce que ces discours, ces opinions africaines sont une haine de la Non, France? pas C'est toutes. ça ma question. Pas toutes. Il y a de la haine anti-française. Et d'où vient cette haine? Par exemple, chez monsieur, comment il s'appelle, monsieur Kémy Séba a un passé haineux vis-à-vis des Blancs et des Français. C'est connu, c'est répertorié. Il a même été des fois, je pense, si je ne me trompe pas, condamné pour antisémitisme. Donc c'est connu, c'est des faits juridiquement vérifiables. En revanche, les gens qui veulent leur émancipation, qui travaillent à cette émancipation, sont légitimes à le faire. Mais ils doivent le faire en faisant la nuance entre l'individu, le citoyen français, qui essaie juste de vivre sa vie, le gouvernant français qui, lui, a une responsabilité d'empêcher cette émancipation. Ils doivent arriver à faire le distinguo, et même dans les citoyens français, il y a des citoyens français qui sont pour cette émancipation et qui travaillent et qui nous aident à y arriver. Donc il faut arriver à avoir une pensée complexe. Non, la France n'est pas un bloc monolithique qui oppresse. Oui, il y a des Français qui oppressent. Oui, il y a des dirigeants français qui veulent oppresser. Oui, il y a des dirigeants français qui veulent l'émancipation. C'est à nous, en tant que citoyens africains, en tant que différents pays, de savoir ce que nous voulons obtenir de nos différents partenaires. Et même une fois cette émancipation obtenue, nous ne sommes pas hors du monde. Nous allons continuer à coopérer avec les Français parce que, un, c'est nos partenaires quasi historiques, deux, nous partageons par le malheur de l'histoire la même langue et une grosse partie de notre culture, et donc ça reste des partenaires plus faciles. Aujourd'hui, il est plus facile pour moi de négocier directement qu'en français, dont je comprends les valeurs, la culture, les ambitions, les petitesses, que d'aller avec un Esquimau ou toute autre personne, puisqu'il y a une distance culturelle qui est là. Peut-être qu'il est temps de s'ouvrir aux autres, de Exactement. voir si l'herbe est plus verte. Non, il faut absolument, je suis pour l'ouverture, mais l'ouverture sans exclusion. Et en cela, je suis et je veux être héritier de Senghor, de l'abbé Youlou, qui disent c'est un dîner du donner et du recevoir. Il faut savoir qui on est pour s'asseoir à la table et donner ce qu'on est et recevoir des autres. Ce n'est pas un dîner d'exclusion. Ce n'est pas parce que je me serais émancipé de la France que désormais tout ce qui est français est banni, est honni, est vilain, et machin. Je ne Donc, pense voilà. pas que c'est ce qui est dit aujourd'hui. C'est D'ailleurs, souvent pour répété. revenir à Kémy Séba, je n'ai pas la même lecture. Moi, je vois juste quelqu'un qui a demandé depuis très très jeune qu'il soit aussi respecté, sa communauté soit aussi respectée. C'est beaucoup plus complexe. C'est mon Mais c'est analyse de beaucoup la plus personne. complexe que ça. Et le respect est mutuel. C'est-à-dire, pour que l'Afrique soit respectée, elle doit se respecter elle-même. Non, ça, on est d'accord Voilà. sur ça. Et dernière question, c'est concernant la présence de l'armée française dans la plupart des pays avec des bases militaires. Aujourd'hui aussi, il y a le même temps contre ces bases militaires, et notamment dans le Sahel où, avant l'arrivée de l'armée française par la mission Serval, qui s'est muée en mission Barkhane généralisée dans le G5 Sahel, on avait moins de victimes, on avait moins de gangrène du terrorisme, du djihadisme dans cette bande-là. Et aujourd'hui, avec la présence de 4500 hommes, avec la présence de l'amunissement de milliers de soldats venus du monde entier, le djihadisme n'a jamais été aussi présent. Et des voix s'élèvent pour demander à la France de plier bagage. Il y a même des discours plus corsés qui confondent la France avec l'agresseur. Vous, quelle lecture vous avez de tout ça? La lecture déjà des opinions et aussi de la pertinence de la présence de l'armée française sur les terres africaines. Bon, n'étant pas militaire, ça sera difficile d'aller sur le passage sur la pertinence parce que je n'ai pas les cartes militaires pour dire... On vous pose la question d'un responsable de mouvement politique. Oui, en tant que responsable de mouvement politique, j'ai vécu à Dakar au moment où Maître Wade décide de fermer la base française. Donc, je suis convaincu que quand la volonté politique y est, les choses se font. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la France est respectueuse du droit international dans la plupart du temps. Donc, si les États
ne sont pas satisfaits de la présence française, il leur suffit de le signifier. Ensuite, la quantité par rapport à la distance et l'espace à couvrir. Vous avez bien dit 4000 soldats sur une distance de combien de milliers de kilomètres à couvrir. Et les gens réagissent, l'opinion, c'est normal, réagit à chaud par rapport à ce qui se passe. Mais le monde est en train de bouger et de changer. La situation au début de l'opération Serval n'est pas la même qu'aujourd'hui. Il y a eu l'effondrement de la Libye entre-temps. Il y a eu la guerre en Syrie et l'effondrement complet de la Syrie avec les milices transnationales aujourd'hui.